Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau zapping de la formation intégré à nos Learning Happy Hours. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va être chargé. En 2 secondes, on se représente pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Le petit blond qui se moque, comme d'habitude, c'est Philippe Lacroix. Et le petit brun qui le menace, c'est moi, Philippe Gilles. Donc ravi de vous retrouver. On a un programme chargé, vous allez le voir. Et juste un petit point sur ce que sont les Learning Happy Hours pour ceux qui nous retrouvent aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc oui, cette année, la formule des Learning Happy Hours évolue un petit peu. Après 3 ans d'une formule en salle, on a expérimenté l'année dernière avec succès les webinars. Et cette année, on fait un format vidéo pour les Learning Happy Hours avec notre partenaire Youno. Dans cette saison, on s'est calé sur le calendrier, donc on aura de janvier à décembre 21 épisodes, 14 interventions d'experts, donc un programme très riche, et 7 zappings maintenant célèbres, dont l'épisode d'aujourd'hui. Et comme toujours, on essaye de vous faire réfléchir et d'explorer un peu le monde du digital learning. Je laisse Philippe présenter le beau programme de cet épisode. Voilà, un programme chargé et notamment sous l'angle des nouvelles technologies, puisque Philippe a repéré pour vous un certain nombre de pépites qu'il va vous présenter plus en détail, et vous verrez qu'il y a de quoi réfléchir et agir de façon originale et ludique parfois grâce à ces outils-là. Donc on a un chapitre assez dense de ce point de vue-là, en passant de la capitalisation de formation informelle jusqu'aux infographies pédagogiques. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de solutions technologiques qui vont vous intéresser, on le pense, et on en est même certain. Et puis, on parlera également de 2 sujets qui nous ont intéressés fortement en termes de publication. Un ouvrage de Sido, qui est toujours aussi pertinent et qui fait une bonne synthèse sur ce qu'est le digital learning ou son futur proche. Un point également sur la RGPD, le fameux cadre législatif qui va obliger un certain nombre d'opérateurs, notamment de LMS en priorité, à bien penser la façon dont ils gèrent les données personnelles, sinon ça peut coûter très cher à tout le monde. Et puis une autre publication justement, toujours en lien sur les LMS, avec la publication du benchmark du FFOD sur ce domaine. Voilà, donc je vous propose de démarrer directement avec la première solution qui va parler d'apprentissage informel capitalisé avec des solutions tout à fait étonnantes. Alors oui, on parle beaucoup d'apprentissage informel dans le digital learning, ça peut paraître paradoxal. Le digital, on pense que c'est principalement des outils au service de la formation, puis on découvre en fait que la place de l'humain devient relativement importante malgré tout dans le digital learning, et notamment le partage d'expertise qui rentre dans le cadre de la formation informelle, à tel point que ça rentre vraiment dans le périmètre pris en charge par la formation, qu'il y a maintenant des solutions qui sont vraiment dédiées à ça, au partage d'expertise. Alors on en a trouvé 2 pour illustrer ce propos. Le premier qui est pas quelque chose de très nouveau, qui est apparu plutôt courant de l'année dernière, Skillshare. On en reparle aujourd'hui parce qu'il faut une offensive assez forte, notamment dans le domaine du partage d'expertise sur les blogs YouTube de gens qui ont ouvert des chaînes. Et il commence à vouloir faire un petit peu de promotion au travers de ces partages d'expertise sur les blogs YouTube. Vous en entendrez parler si vous suivez certains blogueurs à ce niveau-là. Et puis donc FutureLearn, qui est aussi un équivalent avec des classements thématiques d'expertise. Le principe de ces sites de partage d'expertise, c'est qu'au lieu d'avoir des contenus de formation, vous avez les experts qui vous exposent leur savoir sous forme de petites vidéos courtes. Donc en fait vous avez un cours particulier presque avec en tête-à-tête l'expert qui vous partage ses connaissances, avec aussi quelques évaluations et quelques documents à télécharger. Et donc on est vraiment dans une tendance où on n'est plus tout à fait dans la formalisation du contenu qui est obligé d'être réactualisé, qui est relativement froide, on va dire, comme façon de transmettre le contenu, mais surtout ici des expertises qui sont incarnées par les experts eux-mêmes et qui vous partagent leur contenu, et puis qui restent disponibles pour faire l'informel de l'informel, c'est-à-dire pouvoir continuer à partager les échanges via les plateformes qu'on vous a référencées ici. Donc c'est une vraie tendance
de donner une valeur importante au partage, on va dire informel, donc non formalisé, mais formalisé sous forme d'interviews et d'exposés d'experts. C'est une vraie tendance. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va avoir de l'avenir, et c'est d'ailleurs dans cette lignée-là qu'on a prévu de changer le format des Learning Happy Hour que vous êtes en train de suivre aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sur des plateformes qui font de l'agrégation de contenu existant et qui la structurent sous forme de catalogue, qui permettent un accès plus facile à ces ressources-là. C'est pas les producteurs en eux-mêmes. Alors il y a les deux, c'est-à-dire que sur Skillshare, c'est plutôt un expert qui a produit ses propres ressources et qui les partage. Et sur FutureLearn, effectivement, on peut avoir des programmes thématiques qui font de l'agrégation de contenu et pas forcément avec le même expert. On vous laisse aller explorer ces deux plateformes pour voir ce que ça peut donner. Et c'est peut-être une source d'inspiration si vous produisez des contenus digital learning ou ex-e-learning et que vous hésitiez entre formaliser ça avec des outils auteurs ou donner la parole aux experts. On en a déjà parlé et on en reparlera certainement dans d'autres épisodes avec les outils de captation maintenant, type RapidMOOC, qui vous permettent de manière semi-professionnelle de faire de la capture d'expertise de façon assez simple. Et donc c'est une vraie tendance dont vous pouvez vous inspirer pour vos futurs parcours de formation. Alors pour rester dans le domaine du contenu et ce coup-ci prendre le contre-pied de ce qu'on vient de dire, puisque là on est exactement à l'opposé, c'est dans la formalisation de savoir, quand on a des contenus plus théoriques, un petit peu plus institutionnels, quand ils ne peuvent pas être facilement incarnés par un expert, on reste dans l'obligation de faire des modules de formation et de capitaliser le savoir sous forme de documents, de ressources autonomes et qu'on peut diffuser. Mais bien souvent, on est confronté à deux problèmes. Le premier, c'est quel outil auteur choisir. Il y en a pléthore, mais si on fait un sondage, on tourne toujours autour des deux standards qui sont Captivate ou Storyline. Il y a quelques outils qui permettent de faire des ressources un peu plus responsives, un peu plus adaptées au mobile, un peu plus dynamiques, un peu plus modernes dans leur déroulement, leur esthétique, mais rien de vraiment collaboratif, très ouvert et relativement mûr. Et puis on est tombé sur cet outil qui est pas non plus une nouveauté de cette année, mais qui est apparu l'année dernière, mais qui commence à avoir une certaine maturité. C'est un CMS dans le cloud, donc comme tous les outils auxquels on commence à être habitué, on a juste à créer un compte en ligne et utiliser les outils pour accéder à la création de contenu. C'est collaboratif puisqu'il y a la notion d'équipe, on peut travailler à plusieurs en même temps sur un même projet, il y a la notion de révision, de commentaires qu'on peut faire d'un auteur à un autre sur un contenu, et donc on a un vrai outil auteur moderne dans le cloud qui permet de produire des ressources pédagogiques assez sophistiquées, adaptées à une diffusion sur mobile, sur tablette et sur ordinateur. J'ai bien donné dans cet ordre-là maintenant par rapport à l'ordre précédent où on disait c'est diffusable sur ordinateur et on peut le consulter sur une tablette. Je pense que vous avez tous compris maintenant qu'il faut que ça soit consultable sur un mobile, une tablette et éventuellement sur un ordinateur, puisque la tendance va dans ce sens-là. Pardon. Mais on a souvent un second problème au-delà de la création de contenu avec une équipe. C'est qu'une fois qu'on a un contenu quelquefois un peu lourd, avec des médias un peu modernes, de la vidéo, des animations, etc., au moment de l'intégration dans sa plateforme LMS, on a un gros package à installer, et puis si la plateforme est elle aussi hébergée dans le cloud, vous avez souvent une limite de poids, de taille, et on arrive à faire rentrer un truc rond dans un truc carré, donc on est un peu embêté au moment de l'importation. Là, ce second problème est résolu parce que Xylem propose un CDS, un outil qui permet de délivrer le contenu. Maintenant, la question se pose plus quand vous devez diffuser une vidéo et que vous dites la vidéo est de bonne qualité, donc il faut du streaming pour que ça s'adapte automatiquement à une consultation avec une bande passante très faible sur un mobile ou une très bonne bande passante quand on est confortablement installé sur son bureau devant son ordi. Donc ça, on a bien compris que pour la vidéo, il fallait faire comme ça. Mais pour les contenus e-learning, si on veut aussi avoir de la fluidité, y compris sur les terminaux mobiles,
Il faut passer par un CDS, c'est-à-dire un outil qui est capable de s'adapter à la bande passante et d'avoir la capacité suffisante à délivrer. Et très souvent, les LMS n'ont pas ça. Ont une capacité de stockage limitée, deux, n'ont pas cette capacité à s'adapter à la bande passante pour ajuster les médias, les ressources et avoir un certain nombre de serveurs à proximité de là où vous vous trouvez pour fluidifier la diffusion. Xylem offre ce système-là, adapté, c'est le sorte de streaming des modules de formation, le streaming de la vidéo adapté aux modules de formation. Donc quand vous installez un module fait avec Xylem dans votre plateforme LMS, en fait vous mettez une coquille vide qui va jouer le contenu à travers le CDS de Xylem. On a réglé donc les deux problèmes, je crée un groupe sur le cloud et je stocke sur le cloud, mais je reste compatible avec mon LMS. Donc voilà, on renverse un peu quelques pratiques parce qu'il y a une troisième, et c'est le petit cadeau bonus. Habituellement, on produit des ressources avec PowerPoint, Word, et on a des convertisseurs, des outils pour les importer dans son outil auteur. Ici, mais rarement quand on a produit avec un outil auteur, on a la capacité à restituer des ressources qui sont des slides PowerPoint ou des documents Word. Xylem vous offre cette possibilité-là. Quand vous avez créé votre contenu avec l'outil, vous pouvez exporter en PowerPoint ou en Word ce que vous avez fait, et pas exclusivement en PDF pour l'impression. C'est-à-dire que après coup, dans vos outils bureautiques traditionnels, Word, PowerPoint, etc., vous pouvez réutiliser les contenus que vous avez produits en premier pour de la formation. Donc voilà, ça c'est le petit cadeau bonus, mais il y a donc 3 atouts dans ce produit. Les 2 premiers me semblent être ce qui caractérise le plus, et la troisième, une bonne idée dont on devrait s'inspirer pas mal d'outils auteurs. C'est clair. Alors dans les nouvelles approches par rapport à des problématiques classiques, parce que la formation reste toujours de la transmission de savoir, du travail collaboratif, donc là on va pas inventer des choses nouvelles en formation qu'on n'aurait pas réussi à découvrir en 40 ans, voire plus, mais il y a des approches un peu plus modernes de la façon d'opérer les modalités de formation. Et Skillendo a offert une plateforme collaborative, une sorte de alternative au LMS sur lequel on a des parcours de formation avec un certain nombre de personnes inscrites sur ce parcours de formation qui peuvent échanger, communiquer via des forums, du chat, etc., se poser des questions. Là, l'approche de Skillendo est de considérer que se former de façon collaborative, c'est un projet de formation avec une équipe, plutôt que des participants dans un parcours. Donc s'il y a un changement de vocabulaire, il y a un changement de façon d'opérer les outils, la plateforme a des repères différents, des fonctionnalités différentes, et on est en fait beaucoup plus proche des habitudes de travail collaboratif en milieu professionnel, où on a des tâches à réaliser, on a des livrables à donner, on a des responsabilités différentes au sein d'une équipe. Et bien là, l'approche de Skillendo est d'offrir une plateforme de formation qui reprend cet environnement, ce vocabulaire et cette organisation telle qu'on a l'habitude. Donc on partage des documents plutôt que des ressources pédagogiques. On est un membre de l'équipe plutôt qu'un participant, et on a des rôles différents entre le tuteur, l'accompagnant, etc. Je vous invite à aller faire un petit tour sur Skillendo, où l'exposé et la démonstration est assez probante. Et je pense que c'est une bonne façon d'appréhender la formation, de considérer que c'est un projet d'entreprise plutôt qu'une activité individuelle un peu à part de ce qu'on a l'habitude de faire dans ses activités de travail. C'est le Trello de la formation ? C'est un peu le Trello de la formation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Trello, c'est la pépite de la gestion de projets collaboratifs en ligne. On en a tous au moins entendu parler une fois si on ne l'a pas utilisé, mais c'est un peu le Trello de la formation, effectivement, cette nouvelle approche. Et moi je trouve que c'est une idée relativement intéressante de rester dans un environnement avec un vocabulaire et une organisation classique. Ça a surtout l'avantage, je me répète, mais je pense que c'est vraiment important, de considérer la formation comme une activité professionnelle comme les autres, quand on est membre d'une équipe projet. Alors, on fera certainement un zapping un peu plus orienté évaluation, parce que c'est un peu la clé quand même de la concrétisation d'une action de formation, le mesure de la performance à titre individuel ou collectif. Mais souvent les quiz sont le passage obligé à la fin d'un module de formation, mais 2, un peu le parent pauvre, parce qu'on a la tendance à utiliser les outils de quiz intégrés aux outils auteurs ou ceux proposés par la plateforme,
Et jusqu'à présent, on n'a pas été bluffé par l'aisance et la capacité ou le côté fluide et intuitif des quiz. Pour ceux qui ont déjà testé dans le cloud Typeform, qui est un très bon outil de création de formulaires, de quiz, etc. On est séduit par la restitution, par la forme que peut prendre le quiz, entre cocher des cases assez vilaines ou avoir quelque chose d'assez esthétique et qui est un peu fluide et qui défile, etc., plutôt que de tourner des pages sur les quiz. Même si on reste à cocher des cases, l'aspect et le plaisir est pas du tout le même. Et puis pour ceux qui ont envie de faire des quiz un peu plus sophistiqués, avec des modèles de réponse un peu plus variés, etc., et qu'on va vers des outils très dédiés aux questionnaires, type SurveyMonkey ou ce genre de choses, on est un peu frustré, alors séduit par la richesse, mais un peu frustré par le côté rustique du résultat, à la fois dans le back-office et dans le front-office. Et pour arriver à faire quelque chose de bien, on y passe beaucoup de temps. On peut faire quelque chose de bien, mais on y passe pas mal de temps, même si c'est quand même, ça reste un outil simple. Et donc on est tombé sur ce petit outil en ligne Expert Quiz, qui a à la fois une richesse de quiz assez large, une grande facilité, simplicité à produire les quiz, même d'automatiser la production, parce qu'on peut importer des fichiers venus d'Excel, on peut même coupler des API pour alimenter automatiquement les quiz avec des outils internes, un outil auteur ou des développements spécifiques. Et puis le résultat est vraiment très satisfaisant, c'est assez plaisant à suivre. C'est multilingue, c'est responsive, donc on peut s'en servir sur tablette, etc., diffusé à l'international. Il y a des résultats qui sont pas qu'une note globale ou une note question par question, mais on peut regrouper les questions par thématique, donc savoir quel est un résultat thématique par thématique, même si on a suivi qu'un seul quiz. Voilà, puis il y a une tarification qui permet, comme tous ces outils-là, de tester sans dépenser grand-chose, ou d'avoir un budget mesuré ou adapté au volume d'utilisation qu'on peut en avoir. Il y a même, Philippe avait repéré ça, une offre dédiée aux organismes de formation. Voilà, donc si vous êtes sensible à l'évaluation et que vous êtes frustré par les outils existants, allez faire un petit tour sur Expert Quiz. Je pense que vous trouverez des choses qui vont vous satisfaire. Oui, regardez de près cette offre-là, elle est assez récente. C'est une offre française d'origine également, donc jetez un œil dessus. Et pour les organismes de formation, il y a effectivement qui sont gourmands et qui ont des besoins forts dans ce domaine-là. Il y a une offre qui leur est dédiée. Dernier petit point sur la techno. Ouais. Vous allez croire que j'ai voulu mobiliser cet épisode à mon profit et à ma tendance un peu naturelle à vous proposer des outils. Je vais donc aller vite. Vous devez tous connaître Canva, qui est un outil en ligne qui permet de créer des infographies, des visuels, etc., et qui apporte déjà un certain niveau d'assistance par des templates ou des guides ou des choix prédéfinis d'association de couleurs, de typos, qui donnent un résultat satisfaisant. Ça reste néanmoins un outil, même s'il est assez simple, pour en arriver au bout, ça nécessite un peu d'investissement en temps et certaines compétences malgré tout de graphisme si on veut dépasser les templates qui sont proposés. Et là, comme tous ces outils-là qui n'ont pas trop de garde-fous, quand on commence à dépasser le paramétrage automatique, on peut faire des fautes de goût, on peut faire des fautes d'accord de couleurs, de typos, etc. Easil vous propose à peu près la même approche que Canva, avec un peu moins de fonctions, tout autant de templates, tout autant de bibliothèques de pictos, d'images, etc., mais des garde-fous sur les bonnes règles graphiques. C'est-à-dire qu'il va vous donner des alertes ou vous empêcher, voire carrément, de faire des associations de couleurs ou de typos ou de formes, etc., qui ne seraient pas conformes aux règles de bonne esthétique graphique. Et Dieu sait qu'il y en a. Quand on voit une infographie qui semble claire, simple, équilibrée, lisible, etc., elle repose sur des règles, sur des façons d'organiser, et surtout des tendances aussi qui donnent quelque chose d'agréable à consulter. Si vous devez faire des médias pour mettre dans vos contenus e-learning, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire aussi des contenus qui vont diffuser sur les réseaux sociaux, si vous voulez mettre ça sur des pages Facebook, sur des stories Instagram, sur partager des messages ou des posts sur Facebook, sur LinkedIn, etc., ou sur Twitter, ça vous donnera tous les formats en automatique. Ils sont tous différents, donc soit vous avez une excellente mémoire du nombre de pixels, hauteur, largeur de tous ces médias-là, ou soit vous faites confiance à Easil, et vous pourrez produire une seule infographie que vous pourrez décliner sur tous ces médias et réseaux sociaux
en ayant la juste taille pour que ça s'affiche harmonieusement. Donc voilà, c'est un vrai outil intelligent pour créer facilement des visuels qui ont un bon impact et un bon aspect. Bon, j'ai dit que j'allais faire court, mais j'ai fait un peu long, excusez-moi. Alors, un petit peu de lecture pour ce zapping. Vous avez peut-être vu passer ça chez votre libraire préféré. Nous, on aime bien, on suit nos amis de Sidologie, et donc à travers leur publication, bien sûr. Et là, ils viennent de sortir leur deuxième bouquin qui s'appelle « Comment formerez-vous demain ?», qui est une bonne synthèse, même si cette synthèse fait 228 pages, de ce que sont les principaux dispositifs pédagogiques utilisant le digital ou pas, puisqu'ils font aussi un petit retour sur le présentiel. Donc un focus sur ces dispositifs pédagogiques dont vous pourrez bénéficier dans le futur, et c'est là où il y a peut-être un petit décalage entre le mot futur et réel et la réalité du moment, puisque ce qu'ils décrivent, c'est quand même des choses que l'on vit déjà depuis 2-3 ans aujourd'hui, même si d'autres solutions comme tout ce qui est virtual learning ou adaptive learning sont encore en construction. On peut dire que les 11 dispositifs ou 11 tendances qu'ils décrivent, il y en a quelques-unes qui sont déjà bien pratiquées, notamment par les grands comptes et certains grands organismes de formation. Mais à lire et bénéficier des illustrations qui sont toujours sympas. Donc à lire, à regarder et à appliquer, parce que ils ont une bonne vision du marché, ils sont créatifs, ils savent de quoi ils parlent puisqu'ils le font aussi, et donc comme le disait Philippe, c'est une nouvelle publication. Alors c'est le deuxième bouquin, mais c'est pas la seule publication parce qu'ils ont une grande productivité. Enfin nous on les aime bien et on vous conseille la lecture de ce très bon livre. Alors un peu moins rigolo à lire et à absorber, mais néanmoins quelque chose à regarder quand on a mis en place notamment un LMS dans un grand groupe, ou que l'on est un éditeur de LMS, ou qu'on est simplement quelqu'un qui va inscrire des apprenants sur un LMS du marché. Si on se place du point de vue individuel et de la protection de ces données personnelles, la réglementation qui est une réglementation européenne qui va se mettre en place au mois de mai 2018, donc c'est demain, bien cette réglementation qui a pour objectif de protéger chacune de vos données, et bien elle a comme contrainte pour ceux qui vivent de la donnée personnelle d'organiser ces données-là et de les protéger et de garantir leur protection. Donc ce qui suppose de mettre en place un processus ou des processus qui, un peu comme dans le cadre de l'assurance qualité, vont pouvoir témoigner des efforts que vous faites pour protéger les données que vous collectez, soit de vos clients, de vos prospects, de vos apprenants, de vos salariés, de vos collaborateurs, et donc qui vient non pas compléter le dispositif CNIL, mais carrément les remplacer de façon un peu plus forte et avec des menaces, on va dire, sur le plan légal et financier qui sont très importantes, et donc il faut les intégrer, les prendre en compte au plus tôt. Donc côté individu, c'est une meilleure protection des données. Côté entreprise, ce sont des contraintes en plus, avec un certain nombre de process à mettre en œuvre pour garantir au mieux cette sécurité des données. Cette sécurité, c'est pas parce que vous êtes sur vos serveurs qu'elle est garantie, mais si vous travaillez avec des partenaires extérieurs qui hébergent vos données, là aussi, vous êtes responsable de ce qu'ils en font, et donc vous devez dialoguer avec chacun de vos partenaires, que ce soit l'opérateur de votre plateforme si vous êtes dans le cloud, que ce soit votre hébergeur si simplement il héberge vos données à l'extérieur et non pas chez vous. Bref, il faut prendre en compte cette dimension-là de façon à éviter que cette gestion de fichiers individuels ne tombe sous le regard un peu non pas vigilant, mais introspectif de quelques contrôleurs qui pourraient nous redresser sur ces solutions-là. Voilà, donc à regarder de près. Sur des petites structures, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut le faire bien et il faut formaliser effectivement ces process et donner un responsable, un pilote de la gestion des données dans l'entreprise. Alors on peut espérer que les grands opérateurs de plateformes dans le cloud fassent une partie du travail et vous restituent ça sous forme de documents déjà formalisés pour que chacun n'ait pas besoin de refaire le boulot de documentation par rapport aux obligations réglementaires. Je pense qu'ils le feront tous. En tout cas, si par contre vous êtes votre propre opérateur, vous avez votre propre plateforme, votre propre serveur, là il risque d'y avoir un petit peu de boulot pour constituer les éléments qu'il va falloir collecter.
Vous voyez que la donnée personnelle, ça commence ne serait-ce que par un email. Donc, il faut vraiment être vigilant sur ce point-là et mettre en place les process qui suivront notamment le fait que quelqu'un veut se désabonner à une liste de diffusion ou se désabonner à un service. Il va falloir pouvoir tracer tout ça et prouver et le garder dans le temps, l'ensemble de la trace de ces actions-là. Donc, documenter. On est bien dans l'approche qualité, mais appliquée aux données. Et le règlement, c'est le règlement. Voilà, dernier petit point de lecture, il est sorti au moment du salon Learning Technology sur Paris. C'est la dernière mouture du benchmark sur les LMS et les MOOC, faite par le FFOD et opérée par Nel et Associés et Stratis. Donc vous avez là un document qui vous éclaire le marché des LMS et des LMS orientés MOOC, à la fois pour les solutions propriétaires les plus grosses du marché, mais également sur tout ce qui est du domaine du public et de l'open source. Et donc là, c'est un vrai panorama de l'offre dans sa globalité, où vous pouvez vous faire une opinion de ce que disent chacun sur leurs produits, mais aussi de ce qui a été testé. Parce qu'il y a deux approches différentes. Sur les logiciels propriétaires, c'est du déclaratif sur une base d'un questionnaire très complet de 220 questions qui sont analysées et mises en scène ensuite par le FFOD. Et puis sur le côté open source, par contre, ce sont des tests sur les solutions qui ont été effectuées par Stratis et Nel et Associés pour valider les approches. Donc vous avez de temps en temps un petit écart sur les critères de comparaison entre logiciels propriétaires et logiciels open source, mais au final, vous avez un vrai tour d'horizon qui vous permet d'éclairer les sélections que vous voulez faire et les choix que vous voulez faire en matière de Learning Management System. Avec une petite caractéristique nouvelle, c'est qu'on éclaire aussi ceux qui sont plus MOOC compatibles que les autres dans ce nouvelle édition de ce benchmark. Alors il a l'avantage d'être très exhaustif, même s'il ne couvre pas l'étendue de l'offre. Il y en a 350 plateformes de recensées, mais là vous en avez quand même une très grande partie. C'est à peu près le seul à aussi couvrir le champ de l'open source. Donc ça c'est important. Et puis il est relativement objectif malgré tout, puisque c'est un document qui est gratuit, donc il n'a pas vocation à être rentable, soit par son alimentation ou par ses diffusions. Je vous invite à le télécharger. La seule chose à donner, c'est votre nom, votre email. Donc ça a une certaine valeur, mais on peut considérer que c'est presque gratuit. Et en tout cas, l'exploitation qui est faite de ces données-là est extrêmement soft. Donc vous ne risquez pas d'être inondé de pubs ou de choses qui ne concerneraient pas la formation ou les LMS. Vraiment, c'est un guide qui s'enrichit d'année en année, qui devient vraiment le guide de référence et vers lequel il faut se tourner quand on cherche à acquérir ou à changer de plateforme LMS. Voilà, nous avons terminé ce zapping de la saison 5, ce nouvel épisode. On vous donne rendez-vous en ligne pour consulter notre programme et voir les prochaines dates en matière d'intervention d'experts. Et pour le prochain zapping, on vous donne rendez-vous tout prochainement. Merci de votre écoute et puis donc à très bientôt. Voilà, et comme tous les zappings de la formation, profitez-en. Si vous regardez ça sur le coup de 18h, servez-vous quelque chose de frais et agréable. À très bientôt.